Je vais proposer du coup à Marine Hiver et Gros de Saint-Martin de RTE de venir prendre le relais sur les contraintes du réseau électrique et plus encore. Hop! Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Marine Hiver, moi je suis responsable des affaires publiques maritimes et je suis accompagnée de Grou de Saint-Martin qui est juste à côté de moi, mais que vous ne voyez pas forcément sur la vidéo, directrice stratégie et développement au sein de la direction des projets maritimes et des interconnexions chez RTE. Bonjour à tous. On va vous présenter en essayant de tenir la contrainte des 15 minutes. Dans un premier temps, qui est RTE, dans quel cadre on intervient sur les parcs éoliens en mer. Après, on dressera une petite présentation un peu plus technique de qu'est-ce qu'un raccordement finalement. Et puis, on vous présentera les exigences environnementales qui entourent nos projets. RTE, c'est le maître d'ouvrage des réseaux électriques en mer. C'est dans le cadre de sa mission de service public, opérer la transition énergétique par l'innovation et la transformation du réseau, qui passe par le raccordement des nouvelles unités de production et notamment de l'éolien en mer. Dans le cadre de sa mission de service public, RTE a aussi un rôle d'expertise pour éclairer la décision des pouvoirs publics et lui permettre de faire des choix en connaissance de cause, donc avec différents scénarios. C'est Futur énergétique 2050 qui vous a déjà été rappelé, et puis les différents bilans prévisionnels qui sont actualisés régulièrement. RTE, c'est l'opérateur industriel de la transition énergétique en mer. RTE, en fait, a pour mission de raccorder l'ensemble des parcs éoliens sur toutes les façades. Donc aujourd'hui, on a déjà 6 raccordements de parcs éoliens qui ont été mis à disposition, aussi bien en Normandie qu'en Bretagne, qu'en Méditerranée, avec des parcs pilotes d'éoliens flottants. Et d'ici à 2027, on devrait avoir 3 gigawatts de puissance raccordés au réseau électrique français grâce à 9 parcs éoliens installés en mer. RTE, c'est aussi le seul acteur qui est présent de l'amont, pardon, c'était la slide précédente, mais qui est présent de l'amont à l'aval des projets et qui couvre à la fois les zones maritimes, les zones littorales et les zones terrestres, puisque on raccorde les projets éoliens jusque sur le réseau terrestre. Yes. Merci beaucoup. Euh, pour rentrer un peu plus dans les détails, en quoi consiste un raccordement, Manoa vous a présenté le schéma du raccordement d'un parc éolien en mer. RTE, à partir de l'appel d'offres numéro 3, est responsable et maître d'ouvrage pour le poste électrique en mer. Donc le poste électrique en mer, c'est un peu le cœur du parc éolien, puisque toutes les éoliennes, via des câbles, puisqu'elles sont reliées entre elles, vont venir se raccorder au poste électrique en mer, qui va venir élever la tension, le niveau de tension de l'électricité produite par l'énergie mécanique du vent, et permettre l'acheminement de l'électricité sur des longues distances, jusqu'à la Terre, via euh, un ou plusieurs câbles qui vont permettre de transporter l'électricité. Le poste électrique en mer, c'est aussi l'occasion d'héberger différents usages ou différents équipements. C'est ce dont on a parlé, le co-usage ou la coactivité sur les parcs en mer. Par exemple, dans le cadre de nos réflexions, on discute avec un certain nombre d'acteurs pour voir si on peut faire du monitoring environnemental et du suivi sur les postes en mer.
Une fois que le niveau de tension a été élevé, donc l'électricité va être acheminée jusqu'à la Terre par des câbles électriques sous-marins. Donc les câbles électriques sous-marins, ce sont des câbles en cuivre ou en aluminium qui sont isolés au sein d'une protection. Et ces câbles, en fonction de la nature du fond marin, vont être soit ensouillés, donc enterrés dans le fond à une certaine distance de profondeur qui est déterminée par les activités et la nature du sol, ou en rocher. Lorsque l'ensouillage, la solution d'ensouillage n'est pas retenue, on va venir protéger le câble sous-marin par un système de roches. Donc les câbles sont installés par des navires câbliers. On en a une image ici. Donc c'est des navires qui vont venir dérouler le câble et l'installer dans la zone qui aura été définie. Une fois que la liaison sous-marine arrive à terre, on va construire ce qu'on appelle une chambre d'atterrage. Donc en fait, la chambre d'atterrage, c'est le point de jonction entre la terre et la mer, là où en fait le câble sous-marin va venir se connecter au câble souterrain. Donc ici, vous avez une image d'illustration de la plage de la Courance, qui est l'endroit où le câble sous-marin du parc éolien de Saint-Nazaire a été raccordé au câble souterrain terrestre. Et donc, on voit en fait le avant-après travaux. La chambre d'atterrage est complètement enterrée et protégée. Et puis une fois que le câble arrive à terre, et ben il va continuer son chemin pour acheminer l'électricité. Donc il va être enterré dans le sol via une tranchée et va continuer son chemin jusqu'au poste électrique à terre. Le poste électrique à terre, il a vocation, lui, à élever ou abaisser le niveau de tension en fonction des usages pour permettre à l'électricité de poursuivre son chemin sur le réseau de transport d'électricité. Euh, sur toute la phase de son projet, donc de la phase amont à la phase d'exploitation, et que ce soit en mer ou à terre, RTE prend en compte l'ensemble des enjeux environnementaux associés à ces projets. Donc le premier enjeu environnemental, c'est bien évidemment la concertation, qui est en fait un dialogue continu avec le territoire tout au long du projet. Donc là, on vous a mis l'exemple du projet de Centre Manche 1 qu'on a déjà évoqué, mais c'est un processus qui est commun à l'ensemble des projets de raccordement de RTE. Et donc on voit en fait sur ce schéma que on part d'une très grande zone présentée au débat public et débattue et concertée avec l'ensemble des parties prenantes, et que au fur et à mesure d'un processus de concertation qui se déroule en plusieurs étapes et qui permet à chaque fois au public d'être associé, on va venir en fait déterminer une zone de plus en plus précise. Donc, une fois que la zone a été présentée au débat public, on a une décision ministre qui enclenche en fait une zone d'étude qui va permettre de réaliser l'ensemble des études pour déterminer le meilleur emplacement en évitant au maximum les impacts, puisque c'est la première des mesures de la séquence éviter, réduire, compenser, c'est bien d'éviter les impacts. Une fois qu'on a cette aire d'étude, on va venir déterminer quel va être ce qu'on appelle le fuseau de moindre impact. Donc c'est le tracé du raccordement à terre et en mer qui va permettre d'éviter au maximum les impacts. Et une fois que ce fuseau de moindre impact est validé dans le cadre de ce qu'on appelle la concertation
Ferracci, qui a remplacé la concertation Fontaine. Pour ceux qui connaissent ces dispositifs, on passe à la phase d'enquête publique sur le tracé, au cours de laquelle le public est amené à donner son avis sous l'égide de garants. Bien évidemment, les impacts des projets de raccordement sont à la fois analysés en amont, on les mesure et on fait en sorte de déployer la séquence ERC dont je vais vous parler ensuite. Ici, on vous a mis l'exemple du projet de raccordement du parc éolien de Dunkerque, sur lequel en fait on a identifié l'ensemble des impacts. Alors la plupart des impacts se situent en phase travaux, évidemment, mais on a aussi des impacts en phase d'exploitation qu'on cherche à mesurer au mieux et à connaître. Pour le projet de raccordement du parc éolien de Dunkerque, un des impacts identifiés, c'est évidemment la turbidité, puisque comme on est sur des fonds sableux, au moment des travaux, on va venir remuer le fond marin et on sait que ça aura des conséquences sur la turbidité des eaux. Et donc tous ces impacts, ils sont enfin, le but, c'est de réduire au maximum, enfin, d'éviter et réduire et suivre au maximum ces impacts. Donc, c'est ce qu'on appelle la séquence ERC. Dans le cadre du milieu marin, c'est même ERCS, on va venir suivre. Comme je vous l'ai expliqué, la première mesure, à la fois dans la détermination du fuseau de moindre impact, donc le meilleur tracé pour la ligne électrique, mais également dans le cadre de, par exemple, les campagnes de travaux, ça va être d'éviter les atteintes à l'environnement. Donc, il y a un certain nombre d'exemples qui sont possibles. Par exemple, l'adaptation du calendrier de travaux pour éviter au maximum les périodes sensibles pour l'environnement et pour l'humain. On pense notamment à la pêche. Quand on n'est pas en mesure d'éviter tous les impacts, notre deuxième objectif, ça va être de venir réduire au maximum les atteintes à l'environnement qui n'ont pas pu être évitées. Donc les mesures de réduction, ça peut être par exemple concernant le bruit sous-marin au moment des travaux, la mise en place de rideaux de bulles pour réduire au maximum le bruit ou le recours à des observateurs de mammifères marins à bord des navires pour repérer les mammifères marins qui pourraient être sur la zone et décaler les travaux en cas d'observation de mammifères ou faire en sorte qu'ils s'éloignent de la zone avant de commencer les travaux. Et puis, si malheureusement on n'arrive ni à éviter ni à réduire ces impacts, pour ce qu'on appelle les impacts résiduels, donc ceux qui restent, on met en place des mesures de suivi pour vérifier que notre câble a des impacts qui ne sont pas trop importants sur le milieu. Donc ça va être la surveillance du tracé, la surveillance de la qualité de l'eau ou la surveillance enfin, les suivis benthiques, donc la surveillance des ressources, notamment halieutiques. Et en plus du suivi, enfin des études environnementales, des suivis environnementaux sur nos parcs, RTE développe un programme de recherche et développement puisque on cherche à mieux connaître la mer et mieux connaître son fonctionnement, enfin le fonctionnement de l'environnement marin pour adapter au mieux nos ouvrages à l'environnement. En juin dernier, on a publié une brochure qui retrace l'ensemble des programmes de recherche et développement qui sont développés par RTE, la plupart du temps en partenariat avec des organismes de recherche bien connus comme France Énergie Marine, entre autres. Donc, je vous ai remis
un QR code si vous voulez télécharger cette brochure qui est disponible sur notre site internet. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Marine, pour cette intervention très complète